Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Voici les titres. La Côte d'Ivoire et la Chine entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le ministre chinois chargé des affaires africaines. Le renforcement du partenariat entre la Chine et la Côte d'Ivoire a été évoqué. En marge de la 11e édition de la World Policy Conference à Rabat, les ministres ivoiriens et marocains chargés de la modernisation de l'administration ont eu plusieurs séances de travail. Objectif, structurer et renforcer la coopération dans le domaine de la gestion de l'administration. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, participe au Salon Euronaval 2018 à Paris, le Salon mondial du naval, de défense et de sûreté, sécurité maritime. Organisé tous les 2 ans, le Salon Euronaval, qui fête ses 50 années, a réuni des industriels, des experts et des responsables de l'armée issus des 5 continents. Enfin, aux États-Unis, un tireur a ouvert le feu ce samedi dans une synagogue en Pennsylvanie alors que les fidèles étaient rassemblés pour la messe. Le suspect de la fusillade est en garde à vue. On déplore 4 morts. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Tohourou, nous en parlons aujourd'hui dans la page culture de ce samedi. Cet art oratoire en pays bété, considéré comme une poésie chantée, nous plonge ce soir dans l'univers des chansonniers de la région du Haut-Sassandra. Ces artistes Tohourou, dit-on, vivent et véhiculent des valeurs. Mais quelles sont ces valeurs? Que renferme le Tohourou et quelle est son importance aujourd'hui? Nous avons invité professeur Seri Bailly, ancien ministre, ancien député, écrivain, également membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Bienvenue sur notre plateau, professeur. Merci de me recevoir. Alors, dans le milieu des écrivains, on vous appelle l'encyclopédie vivante. Vous le savez? Non, ce sont mes maîtres qui sont plus des encyclopédies. Memel Fauté, notamment, était une véritable encyclopédie. Et vous êtes une encyclopédie, en tout cas, on le dit. J'essaie de les suivre. Et on s'enrichit en vous lisant. Justement, vous avez écrit sur le Tohourou. Oui. Comment vous définissez cet art? Bon, comme vous avez dit, c'est des paroles chantées, de la poésie chantée, pour pouvoir donner des conseils à la société. Donc le Tohourou est le résultat d'une influence des Niabois sur les Bétés, et les Niabois eux-mêmes remontent au Ouai, où on parle de Blégla, le masque chanteur. Et donc c'est de la chanson, c'est des récits pour apporter un enseignement aux populations. Et vous nous en direz davantage sur cet art oratoire en pays bété. Quelle est l'origine donc du Tohourou? Que renferme le Tohourou? Quelle est la spécificité? On se retrouve dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, professeur Seri Bailly. Merci. Nous continuons avec ce télégramme du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à son Excellence, Madame Zouédé Salewok, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Le télégramme est ainsi libellé. Madame la Présidente, votre brillante élection à la présidence de la République démocratique fédérale d'Éthiopie m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre excellence de paix et de prospérité toujours croissante pour le valeureux peuple frère d'Éthiopie. Je vois dans le choix porté sur votre personne la manifestation éclatante de la confiance placée en vous par vos concitoyens et la reconnaissance de votre grande expérience et de vos qualités humaines. Je voudrais former le vœu ardent que ce succès soit le plus accompli possible et vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre excellence au raffermissement et à la diversification des liens étroits de fraternité et de coopération qui unissent nos 2 pays et nos 2 peuples. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et justement, notre pays, la Côte d'Ivoire, entretient également d'excellentes relations avec la Chine. Hier, vendredi, le président de la République a reçu le ministre chinois chargé des affaires africaines. Le renforcement du partenariat entre les 2 pays a été évoqué, comme nous le rapporte Viviane Aïmé.
Après la récente visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en Chine, du 28 août au 5 septembre dernier, marquée par la conclusion de plusieurs accords de coopération bilatérale ainsi que des accords commerciaux, place à présent à leur mise en œuvre effective. C'est tout le sens de cette visite du ministre assistant des Affaires étrangères chinois chargé des Affaires africaines, Chen Jiadong, qui a indiqué être présent dans le cadre du suivi des accords conclus. Lors du voyage du président Ouattara en Chine, des accords de coopération ont été signés. Il y a des accords sur l'initiative La ceinture et la route, les capacités de production industrielle, les routes et d'autres infrastructures. Tous ces accords feront d'intenses efforts de concrétisation dans le futur. La Chine et la Côte d'Ivoire sont tous membres du Conseil de sécurité. Nous voulons renforcer la coopération avec nos collègues ivoiriens sur les opérations de maintien de la paix, le développement durable et dans les autres aspects des travaux des Nations Unies. Sur beaucoup de sujets, nous avons un large consensus. Donc nous allons poursuivre la coopération avec la Côte d'Ivoire. Coopération bilatérale, accords commerciaux, sans oublier le volet politique. Le ministre chinois a clairement manifesté toute la disponibilité du gouvernement chinois à développer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Et le ministre ivoirien des Affaires étrangères a eu une séance de travail avec son homologue chinois. Les deux personnalités ont évoqué les sujets inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les opérations de maintien de la paix et des questions de développement durable. Le ministre chinois des Affaires africaines s'est félicité de la convergence des vues entre la Côte d'Ivoire et la Chine sur les questions régionales et internationales. Pour terminer, les deux ministres ont pris l'engagement d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leurs pays. Au palais présidentiel, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience au président de la Fédération internationale du handball, Dr Hassan Moustapha. À l'ordre du jour, la tenue ici à Abidjan du 21e congrès de la Confédération africaine du handball, dont la Côte d'Ivoire abrite le siège. Salif Ouattara. Présent à Abidjan, dans le cadre du 40e championnat d'Afrique des clubs champions, le président de la Fédération internationale de handball, l'Égyptien Hassan Moustapha, a été reçu au palais présidentiel par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés le ministre des Sports, Paulin Claude. Il s'agissait pour le président de la Fédération internationale de handball, Dr Hassan Moustapha, d'informer le vice-président Daniel Kablan-Duncan de la tenue à Abidjan du 21e congrès de la Confédération africaine de handball, les 27 et 28 octobre 2018. Dr Hassan Moustapha a également salué les autorités ivoiriennes, à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara, pour s'être fortement impliqué dans la réussite du championnat d'Afrique des clubs champions qui a démarré le 19 octobre et qui prendra fin ce dimanche 28 octobre au Palais des Sports de Treichville. C'est un honneur et un plaisir d'être ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que je suis en visite ici. J'ai déjà été à Abidjan. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de visiter le vice-président. Bien auparavant, j'étais en séance de travail avec le président de la Confédération africaine de handball. Ça a été une séance de travail d'environ 2 semaines. Et ce serait pour moi l'opportunité aujourd'hui de continuer à contribuer au développement du handball. Dr Hassan Moustapha était accompagné de plusieurs figures importantes du handball africain et du ministre d'État, ministre capverdien des Sports, les bouchers frères de Andrade, Fernando Elicho. Dr Hassan Moustapha est président de la Fédération internationale de handball depuis 2000. Il est l'une des légendes du handball égyptien. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est de retour du Maroc. Il a regagné Abidjan ce samedi au terme de la 11e conférence sur la politique mondiale à Rabat. Il a insisté sur la nécessité pour nos États africains de faire face à leur développement. Alexis Ouedraogo. Au terme de sa participation à la 11e édition de la World Policy Conference, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a quitté Rabat en milieu de matinée ce samedi. Bien avant, une série d'audiences à son hôtel, dont celle avec le vice-président de l'entreprise Renault, spécialisée dans l'automobile, M. Fabrice Cambeline.
Le chef du gouvernement n'a pas manqué de repréciser l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de participer à ces rendez-vous. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la mise en œuvre de politiques économiques dans nos États ou au niveau du continent africain sans regarder tout ce qui se passe autour de nous. Les relations internationales dans le monde ont des incidences économiques, ont des incidences qui sont financières et qui impactent naturellement le développement de nos États. Alors venir à ce genre de rencontre permet au continent africain, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, venir porter notre voix dans cette réflexion, ou dire un peu comment nous aussi nous voyons l'organisation de ce monde, pour que d'une organisation efficace du monde, nous puissions avoir les meilleures répercussions sur nos économies et les meilleures répercussions sur les conditions de vie de nos populations. Le forum de la World Policy Conference referme ses portes ce dimanche. Et en marge de cette édition de la World Policy Conference à Rabat, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu une série d'activités. Par ailleurs, les ministres ivoiriens et marocains chargés de la modernisation de l'administration ont eu plusieurs séances de travail également. Objectif, structurer et renforcer la coopération dans le domaine de la gestion de l'administration. On retrouve notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Donc, vous avez recueilli toutes les données qui étaient vraiment intéressantes. Une équipe du ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public est à Rabat. Elle a eu plusieurs séances de travail avec l'équipe marocaine. Le renforcement de la coopération dans le domaine de la gestion de l'administration était au cœur des échanges. Ce partage d'expérience que nous sommes en train d'entamer avec le ministère de la réforme administrative du Maroc va nous permettre de corriger les lourdeurs administratives que nous connaissons dans notre pays et nous permettre justement de pouvoir réagir et faciliter les rapports entre l'administration publique et le citoyen ivoirien. Mais nous touchons également par rapport à cela tout ce qui a trait à la gouvernance et l'éthique, n'est-ce pas, dans l'administration. Et pour suivre la bonne avancée des travaux, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a accordé une audience au ministre en charge du secteur. On a même dégagé et identifié quelques domaines de coopération, comme par exemple l'amélioration des rapports de l'administration avec les citoyens, la gestion dématérialisée des réclamations des citoyens, la gestion des ressources humaines, il y a un certain nombre de domaines pour lesquels nous avons exprimé notre disposition à partager notre expérience avec nos frères ivoiriens. La signature d'un mémorandum est prévue en décembre prochain à Abidjan. Et loin du Maroc, ici en Côte d'Ivoire, la gouverneure générale du Canada est en visite officielle. Julie Payette s'est rendue ce samedi dans le village de Tafissou, situé dans le département de Guékanou. Elle est allée visiter une plantation de cacao. Herman Divé. Une invitée de marque sur la route des champs du village de Tafissou, dans la préfecture de Guékanou. Son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada. Le site visité, un champ de cacao dont le propriétaire est membre d'une coopérative bénéficiaire d'un projet baptisé Doni Doni, réalisé en collaboration avec le gouvernement du Canada, la société Cargill et la société financière internationale. Vous, votre cacao, vous le vendez à qui? On vend à la coopérative. La coopérative, elle, qui dirige. Entre feuilles séchées et plants de cacao, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, se fait expliquer le mécanisme d'exploitation et d'entretien d'une plantation de cacao. Avec ça, on est obligé de planter, serrer un peu les plants pour pouvoir maintenir un peu. Les questions fusent, les réponses aussi. On a au moins 6 jours, un 7e jour, on a 9 poignées sur le séchage. Puis instant dégustation, fèves et jus de cacao. Le cacao, l'un des fers de lance de l'économie ivoirienne. C'est une culture que vous connaissez bien ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes le plus grand producteur au monde. Mais il y a des changements climatiques qui arrivent. Il y a une déforestation massive qui va avoir un impact sur cette culture. Et donc, il faut regarder tous ces enjeux en même temps pour permettre à ces millions de personnes qui gagnent leur vie avec la culture du cacao de continuer. Objectif de ce projet, soutenir et renforcer les capacités de gestion de plus de 300 cadres et dirigeants de ces coopératives et leur faciliter l'obtention de financement. Les bénéficiaires témoignent. Avec le monde qui a évolué,
que nous faire apprendre comment il faut travailler, comment il faut mettre les arbres pour pouvoir maintenir le temps dans le champ. Avec ça, avec collègues et écoute, vraiment ça va. Vraiment, avec les partenaires, la coopérative a pu réaliser la construction de cette école que vous voyez et ces classes-là. Grâce à la coopérative, on a acheté des ambulances dans des villages comme Bonikro et on a fait des forages dans plusieurs villages dans la zone de Djekanou et puis un peu dans la zone de Kokumbo. Pour la première fois qu'une présidente arrive dans mon village, je suis très content. La coopérative vraiment s'occupe de nous. Ils s'occupent de nous et nous aident beaucoup. Mais on leur demande encore d'efforts, de nous aider encore plus de ce qu'ils font. Une école primaire réalisée grâce à ce partenariat SFI Canada Cargill et coopérative agricole, de quoi veiller à assurer les beaux jours du cacao, filon agricole ivoirien. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, participe au Salon Euronaval 2018 à Paris, Bourget. Le Salon mondial naval de défense et de sécurité maritime est organisé tous les 2 ans. Ce salon fête cette année ses 50 années. Michel Digré. Salon Euronaval 2018 à Paris. Tribune d'exposition des dernières innovations dans les secteurs du naval, de défense et de sécurité, sûreté maritime. Les équipements autonomes continuent leur progrès et étendent leur influence. De même, les nouvelles applications de l'intelligence artificielle. Les offres dans le domaine naval ont couvert cette année quasiment tous les types de navires, mais beaucoup de savoir-faire dans les domaines des télécommunications, des radars ou de la cybersécurité ont été présentés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait la Côte d'Ivoire, est revenu sur la situation de la sécurité des frontières maritimes du pays. La Côte d'Ivoire a une facette maritime importante. Nous avons quelques outils qui nous permettent de surveiller nos côtes, mais nous sommes dépourvus de moyens de surveillance et d'économie en haute mer. Donc ce salon nous a permis d'avoir des discussions avec des fournisseurs qui nous ont proposé des bâtiments et nous allons faire le point avec l'état-major de la marine, au Comité national de sécurité et voir quelles sont les décisions que la Côte d'Ivoire peut prendre. Nous avons ici également eu des solutions en termes de logiciels de surveillance de nos côtes par des radars ou par des satellites. Nous allons regarder toutes ces solutions et voir quelles sont celles qui sont les plus adaptées et les plus adéquates pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est un défi important parce que notre pays fait face à de graves défis. La piraterie maritime, les gens qui raclent le fond de mer, il y a la sécurité, il y a la souveraineté, la défense, il y a donc la pêche illégale, il y a tout cela. Et aujourd'hui, les pays comme le nôtre ont le devoir de marquer leur souveraineté sur la terre, dans les airs, mais également et surtout sur la mer. 172 pays ont accès à la mer. Au niveau mondial, la flotte militaire représente environ 10 000 bâtiments, dont 500 sous-marins. 80 d'entre eux disposent d'une flotte militaire, mais seulement 30 pays au monde ont une industrie navale de défense. Ce sont près de 470 exposants de 34 pays et près de 90 délégations étrangères, soit quasiment toutes les marines du monde, qui se sont donné rendez-vous à ce salon, avec en ligne de mire certainement la préparation de contrats d'achat de matériel. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts a dévoilé hier vendredi les résultats obtenus par ses services au 3e trimestre 2018. C'était lors d'un séminaire bilan qui s'est tenu en présence du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Et il en ressort que le cumul des ressources fiscales depuis le début de l'année jusqu'à fin septembre se chiffre à 1641 milliards de francs CFA. Jean-Luc Bambo. Analyser sans faux fuyant les résultats obtenus depuis le début de l'année et particulièrement au 3e trimestre 2018. C'est l'exercice auquel ont été invités les cadres de la Direction générale des impôts. Des résultats qui traduisent une première partie de l'année globalement fructueuse. Le cumul des recettes au 30 septembre 2018 s'établit à 1641 milliards pour un objectif de 1620 milliards, soit un taux de réalisation de 101%. Le 3e trimestre restera néanmoins une ombre dans ce tableau. Sur un objectif de recettes de 547,2 milliards de francs CFA, ce sont 530 milliards de francs CFA qui ont été effectivement collectés, soit un manque à gagner de 17,2 milliards de francs CFA. Le séminaire est donc l'occasion pour les agents des impôts de faire leur autocritique afin de contribuer à l'amélioration des performances de l'administration fiscale. Il faut simplement travailler à élargir la base de l'impôt
travailler à faire en sorte qu'on ait une bonne création de richesses, de sorte qu'avec l'évolution de la consommation et tout ce qu'on peut récupérer en matière de TVA, on ait également là aussi la possibilité d'améliorer la mobilisation de ressources. Il n'est en aucunement dans nos intentions de créer davantage de taxes pour peut-être asphyxier les entreprises actuelles. Ça peut être contre-productif. Au contraire, il s'agit de mieux penser l'impôt pour moins d'impôts. Pour le 4e trimestre 2018, les recettes attendues des impôts sont de 531,8 milliards de francs CFA. Objectif, en progression de 2,5% par rapport à 2017. Et les lignes bougent aussi du côté du Trésor public qui se rapproche davantage de ses clients et de ses partenaires. La structure vient de lancer sa plateforme dénommée Baobab. Elle permet désormais aux usagers d'avoir accès aux différents services du Trésor public à partir d'un téléphone portable connecté au réseau Internet. On en sait plus avec Francis Boifo. Accéder aux différents services du Trésor public à partir d'une tablette, d'un téléphone portable, d'un ordinateur connecté à Internet. C'est désormais possible. La plateforme de relations clients dénommée Baobab a été lancée vendredi à Abidjan. Baobab est un espace interactif de traitement en temps réel des préoccupations des usagers clients du Trésor public et du suivi en ligne de leurs dossiers. Ces engagements portent sur la qualité de l'accueil physique et téléphonique, la célérité dans le traitement des dossiers et la fourniture de nos prestations dans des délais préalablement définis. Pour le directeur général du Trésor public, la transformation digitale des services s'inscrit dans la vision du gouvernement qui prône une administration efficace, performante et à l'écoute des usagers. C'est une application qui vient à point nommé, qui, pour ma part, va vraiment permettre plus de transparence dans les activités du Trésor, d'autant plus que les banques cherchent à financer, à accompagner les entreprises qui parfois souscrivent à toutes les opérations de l'État et on est parfois confronté à des difficultés sur le traitement des dossiers de nos clients, ce qui en fait met à risque nos crédits. Ici, il y a plus de transparence, on peut avoir l'assurance que les banques pourront très facilement accompagner ces clients. Avec la plateforme Baobab, le Trésor public se rapproche davantage de ses partenaires, des clients et surtout des opérateurs économiques. La mise en place de cet outil traduit l'engagement du Trésor public à contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires en facilitant l'accès des usagers, notamment privés, aux informations. Nous devons tout mettre en œuvre pour promouvoir la transparence dans l'administration publique. Nous sommes en train de constater que les missions qui nous sont confiées ont déjà bien été amorcées par le Trésor public. Et effectivement, réinvente le service public. Le souhait des usagers, rendre la plateforme Baobab opérationnelle à tout moment avec une connexion Internet à haut débit pour éviter d'éventuelles perturbations. Et nous sommes aujourd'hui samedi 27 octobre, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Le ministre de la Communication et des Médias a réagi donc par rapport à cette journée. Il a dit, et je cite, « Cette journée permet à chacun et à chacune de prendre la pleine mesure de ce patrimoine qui nous est cher parce qu'il raconte nos histoires, nos vies, nos cultures et nous projette dans des lendemains que tous, ensemble, voulons empreint de sérénité. » Fin de citation. La Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images, en collaboration avec le bureau de l'UNESCO ici à Abidjan, a organisé la 11e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. C'était hier à la grande chancellerie de l'Ordre national. Cette journée instaurée par l'UNESCO a été l'occasion donc pour les autorités d'inviter les administrations à passer à la numérisation des archives dans les différents services. Issa Tchonayeo. La conservation des archives audiovisuelles, une question d'intérêt pour les pays dans le monde. Depuis 2005, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, célèbre la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, instaurée par l'UNESCO. Cette journée est une opportunité pour la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images pour démontrer l'importance des archives. Alors pourquoi une journée? Une journée parce que la journée a été décrétée par l'UNESCO et l'UNESCO a vu que ces supports sont vulnérables, il faut pouvoir les mettre sur d'autres supports. Mais le numérique ne sera pas seulement que le seul support. Il faut pouvoir dire que les archives sont importantes. Il ne faut pas les jeter. L'UNESCO a lancé la journée internationale afin de sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de sauvegarder le patrimoine audiovisuel
de soutenir les institutions qui ont la charge de ce patrimoine et de favoriser une meilleure accessibilité aux archives. La contribution des archives dans le bon fonctionnement des institutions de la République de Côte d'Ivoire, cas de la grande chancellerie de l'ordre national. Ce thème, retenu sur le plan national, a permis aux représentants de la grande chancelière de mieux faire connaître l'institution. Les archives sont la matière première de l'historien. Il les consulte et de par ses recherches, il en produit. Je suis de l'école de la tradition orale et à ce titre, j'ai eu à enregistrer des centaines d'heures d'enquête et de conversations savantes avec les sachants dans les villages, dont seulement une infime partie est transcrite. C'est le lieu de saluer tous les chercheurs en histoire, en sciences sociales, en philosophie, tous les journalistes qui ont contribué et qui contribuent à sauver une partie des bibliothèques vivantes. Pour le représentant du ministre de la Communication et des Médias, les archives sont des héritages précieux pour la génération à venir. Ce patrimoine est un trésor infiniment essentiel qui doit être mémorisé parce qu'il constitue les récits de nos existences, celles d'hier, portées par celles et ceux qui nous ont précédés et que nous devons de garder toujours vivantes. Les intervenants ont invité les administrations publiques à numériser leurs archives. Une exposition des archives de la Grande Chancellerie a marqué cette 11e célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel en Côte d'Ivoire. Le deuxième forum international sur la retraite vient de se tenir à Grand Bassam. Thème retenu, couverture, vieillesse, instruments de lutte contre la pauvreté. Les participants ont planché sur les mesures visant à assurer l'adéquation entre les prestations de retraite et les besoins des assurés sociaux. Grace Kando nous en dit plus. 250 participants issus de 14 pays regroupés au sein de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, se sont retrouvés à Abidjan dans le cadre du deuxième forum international sur la retraite. Il s'est agi pendant 3 jours de partager les expériences relatives à l'exécution de la couverture sociale aux populations non couvertes, notamment les transporteurs, les agriculteurs, les commerçants et les artisans. À l'issue de ce forum, plusieurs recommandations ont été faites. Il y a lieu, conformément aux engagements politiques de nos États, qui ont fait de la diaspora une région au sein de l'Union africaine, d'élargir les couvertures sociales au niveau de nos compatriotes travailleurs migrants dans nos différents États. Et dans ce cadre-ci, aussi bien des mécanismes techniques, des mécanismes juridiques ont été proposés par le forum afin d'améliorer cette couverture et surtout d'améliorer la coordination des législations nationales. Au niveau de la Côte d'Ivoire, toutes les réformes engagées par le gouvernement ont permis de faire un bond qualitatif au niveau de la sécurité sociale. Ces réformes ont été faites à temps utile et ont permis d'assurer l'équilibre financier de nos caisses sur le long terme. Donc nos institutions aujourd'hui sont calibrées pour un équilibre financier sur 20 ans, voire 30 ans. Et de permettre aussi d'assurer le bon droit aux bons bénéficiaires dans les meilleurs délais et dans des conditions optimales d'accueil, ce qui est un objectif primordial. Et surtout, ce qui importe pour l'État, c'est d'avoir une culture de bienveillance, d'écoute et d'empathie vis-à-vis de nos chers assurés sociaux. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale compte se doter d'un fonds d'investissement financé par les organismes de prévoyance sociale des États. Et je vous propose maintenant le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui a officiellement ouvert ses portes hier vendredi. Le CAO est à sa 15e édition après 30 années d'existence. Madagascar est le pays invité d'honneur de cette biennale de l'artisanat africain. Et la Côte d'Ivoire est co-organisatrice de ce grand salon vitrine de l'artisanat africain. Le reportage de nos confrères de RTB. Depuis 2006, Yvette Kwame n'a pas raté une seule édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Artisane de métier, cette Ivoirienne expose à ce CAO son savoir-faire. Dans son stand d'exposition, plusieurs articles.
des chapeaux, des sacs, des bijoux et autres. Toutes les fois qu'elle participe au salon, jamais elle ne s'est sentie loin de chez elle. On a nos soeurs ici, vraiment la fraternité aussi, l'accueil. Comme Yvette Kwame, ils sont une centaine d'artisans ivoiriens à prendre part à cette 15e édition du CIAO. Cette année, nous avons, en plus des acteurs du ministère, une centaine d'artisans présents. Donc près de 100 stands sont occupés par la Côte d'Ivoire, dont un stand officiel durant donc, le CIAO. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des liens d'amitié, des liens davantage renforcés par le TAC, le traité d'amitié et de coopération. Et à ce titre, la Côte d'Ivoire est de facto le pays co-organisateur du salon. Quand il y a un événement d'une portée internationale en Côte d'Ivoire, le Burkina d'office est co-organisateur. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ensemble que nous suivons en tout cas cette bonne évolution du CIAO. Pour le ministre ivoirien de l'artisanat, Sidiki Konaté, la Côte d'Ivoire sera toujours présente au CIAO. Même mieux, le pays partage une vision commune avec le Burkina Faso, celle de faire de l'artisanat un levier de développement durable pour les deux pays. De l'autre côté du globe, aux États-Unis d'Amérique, un tireur a ouvert le feu ce samedi dans une synagogue en Pennsylvanie alors que les fidèles étaient rassemblés pour la messe. Avant, le suspect s'est rendu, il a donc été mis aux arrêts. On déplore de nombreuses victimes, plusieurs morts à l'intérieur de la synagogue. Il y a 3 officiers qui ont été touchés selon la police. Sujet plus gai, on va parler culture maintenant dans ce 20h et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve pour ce professeur Seribaï. Et justement pour parler du Touru ou Tono Uru. Tono Uru, oui. Je prononce bien. Oui, oui. Et qui s'est traduit du Nyambois. Voilà, c'est du Nyambois. Il faut lui enseigner les paroles, il faut lui enseigner la sagesse. Et c'est de là que provient le Touru? Le nom Touru, oui. D'accord, origine donc du Touru de façon plus détaillée. Oui, le Touru est une musique bété, mais qui vient des Nyambois. Les premiers chanteurs Touru, Diragoze par exemple, avaient ses parents maternels qui l'ont initié. Donc la plupart des chanteurs de la première génération, en tout cas, étaient liés personnellement au pays Nyambois. Mais cette musique, on peut la faire remonter encore plus loin, au pays Oué, avec le masque chanteur qu'on appelle Blégla. Et on peut citer également l'année. En ce qui concerne Diragoze, le professeur Tapegozé parle de l'année 1945 à peu près. Voilà, 1945 à peu près. Et donc dans les années 50, le Touru va prendre son essor, va passer d'ailleurs de l'utilisation de la langue Nyambois vers l'utilisation de la langue bété. Parce que le Touru n'a pas toujours chanté en bété. C'est un des éléments de son évolution. Et au départ, les chanteurs portaient aussi le masque comme chez les Oué. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, non, non. Ils ont dû laisser les masques, d'après ce que la tradition dit, à la demande des femmes qui voulaient voir quelles étaient les personnes qui émettaient ces sons assez agréables. Et ces personnes qui avaient de belles voix. Qui avaient de belles voix. En tout cas, d'une certaine façon, ramener l'art du spirituel vers ce qui était un peu plus profane. Alors donc, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a été galvaudé, comme certains le disent, au fur et à mesure, au fil du temps? Le Touru n'a pas perdu une certaine substance? Non, le Touru a évolué comme tout ce qui est humain, qui évolue. Il n'y a plus de masque, le chanteur ne porte plus de masque. Quand on ne porte plus de masque, on se rapproche des êtres humains. Il n'y a pas un mystère qui est brisé? Si, il y a le mystère qui est en quelque sorte réduit, mais il y a une meilleure prise en compte des préoccupations humaines. Voilà, le Touru se rapproche davantage de la société et prend en compte les questions de cohésion sociale, les questions liées au décès. Et je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas trop perdu. Voilà. Le Touru, en tout cas, a gardé sa substance. Alors, comment ce Touru-là s'est enraciné chez le peuple bété? Vous dites, ça vient de chez les Nyambois, ensuite les Guérés, et aujourd'hui, ça s'est enraciné chez les bétés. Oui. Non, le Touru, pourquoi et comment il s'est enraciné chez les bétés? Bon, vous savez, ceux qui font des emprunts, en général, essaient d'atteindre, d'égaler et de dépasser ceux chez qui ils ont fait ces emprunts-là. Finalement, ils se sont appropriés, donc, les voilà, bétés. Voilà. D'accord. Et ce n'est pas seulement du côté d'Aloaïsia,
même si ici a été l'épicentre, disons qu'on peut trouver encore des taureaux jusqu'à Soubré aussi. Et vous avez dit dans votre ouvrage sur Blé Wandji, l'ouvrage que je tiens en main, un chansonnier BT, vous avez dit, et je cite, « On ne devient pas taureau, on est appelé à ». Qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça ne concerne pas que le taureau. La plupart des chanteurs estiment qu'ils sont chanteurs parce que leurs ancêtres, n'est-ce pas, leur ascendance, chantaient, avaient l'art en quelque sorte dans leur famille. Voilà. Et donc on a tendance à minimiser la formation, ce qui n'est pas le cas totalement. On sait très bien que c'est vrai, le talent vient de la famille, de l'entourage, mais il y a un minimum de formation. Et Blé Wandji, par exemple, a commencé à former ses cadets et même certains qui sont beaucoup plus jeunes. C'est un art qui se transmet de génération en génération. Qui se transmet de génération en génération et on peut apprendre. Timan Bayi dit le nom de son maître, Dibé Dodo, et Blé Wandji était en train de former Zika Maï et je crois qu'il participe à la formation de ses cadets qui sont avec lui. Nous allons voir donc un extrait des prestations des grands artistes taureaux de renom. Vous reconnaîtrez dans ces reportages que nous allons voir, enfin, dans cet extrait, Blé Wandji, ce qui vous avez donc publié un ouvrage. On va regarder et puis en discuter. D'abord, vous reconnaissez ces artistes? Oui, Auré Félix, qui est de la région de Daloa, précisément du village de Dibapia, qui est un des aînés. Je crois qu'aujourd'hui, en dehors de Gounou, qui est de la, disons, d'une génération telle que celle de Lagoliadé, celui-là, Félix, est peut-être le plus âgé. Le plus âgé que le président Blé Wandji, parce qu'ils sont organisés, l'association de taureaux, et cette association est présidée par Blé Wandji, mais Félix est plus ancien que lui. D'accord. Alors quand on regarde, on voit qu'il y a une spécificité. D'abord l'accoutrement. Oui, c'est pourquoi je dis que le taureau se préoccupe de la préservation de la terre, disons par les couleurs, par les éléments du palmier qui sont utilisés pour faire la jupe du taureau, qu'on appelle là-bas. En général, bon là, Félix, il a habillé en chemise, on va dire, moderne, mais les tenues qu'on porte en général relèvent du milieu végétal. Et ces artistes taureaux-là véhiculent des messages clés. Absolument, des messages liés d'abord à la dignité de l'homme, à une bonne estime de soi. C'est pourquoi le taureau, c'est important qu'il se tienne tout droit aussi. Voilà, un taureau doit se respecter lui-même, doit enseigner aux gens à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres. Je pense que c'est très important. À partir de là, des messages sont lancés pour préserver la solidarité, préserver la cohésion sociale. Et justement, vous dites que le taureau a des valeurs sociales. Elles sont humaines, si la régie permet, vous avez dit elles sont humaines et donc universelles. Liberté, beauté, solidarité. Le taureau, j'ai tiré ce passage-là de votre ouvrage, le taureau, un chemin vers la sagesse. Oui, la sagesse, c'est de savoir habiter le monde avec les autres. Et les autres, ce sont les êtres humains, ce sont des animaux, ce sont des plantes. S'il n'y a pas cette harmonie, si on détruit son environnement, à terme, on va le payer. Et donc, c'est ce qu'on peut définir comme sagesse. Ce sont des sages? Ils enseignent la sagesse, ils ont appris. Ils doivent être sages eux-mêmes. D'ailleurs, le rythme, vous voyez, n'est pas un rythme emporté. Timan Bayi disait Yokobla, c'est-à-dire chanter lentement. Voilà. En chantant lentement, au fond, ce sont des valeurs d'apaisement, de pacification. Et justement, on voit qu'ils chantent dans des cérémonies clés.
Les mariages, les décès. Bon, tous les moments les grands moments où la société est mobilisée ou éprouvée et le peuple est rassemblé, et c'est des occasions qui sont propices pour enseigner la parole. Le taureau n'est pas dépassé aujourd'hui. Est-ce que le taureau, on peut dire, est encore important? Le taureau n'est pas dépassé si nous parlons d'environnement, si nous parlons de cohésion sociale. Il n'est pas dépassé, surtout si nous parlons d'identité. Vous savez que nos compatriotes qui sont en France, qui sont en Europe, ils s'intéressent à cette culture-là parce que même s'ils se trouvent à l'étranger, ils n'ont pas envie de perdre leur identité. Et je crois que dans chacune de nos régions, il y a la culture qui permet de préserver et d'enrichir l'identité. Donc le taureau n'est pas seulement une affaire du passé. Les problèmes qu'il soulève, les mots qu'il emploie, les récits qu'il présente tiennent compte de l'actualité aussi. Par exemple, il y a une chanson de Feu Timambayi, Babonaki, qui portait finalement sur une question d'élection municipale. Donc ce sont des thèmes clés, ce sont des thèmes d'actualité qui lancent des messages pour conscientiser. La jeune génération doit être encore concernée. Voilà, les jeunes doivent savoir qu'ils peuvent apprendre ce que dit le taureau. Moi qui vous parle, je ne connaissais pas, mais je me suis intéressé au taureau depuis 1989 avec Timambayi, en interrogeant donc les pratiquants de cet art. Nous apprenons nous-mêmes, et en tant qu'intellectuels, notre rôle, c'est d'aller au-delà et d'interpréter pour que les jeunes puissent être intéressés. Parce que s'ils ne comprennent pas, il y a peu de chances qu'ils puissent y adhérer. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Seribayi, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous l'avez compris, donc ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Mais je vous propose de refermer cette édition sur des paroles d'un chansonnier BT. Nous allons donc terminer sur des notes de Taureau. Merci et très belle soirée à vous.